La quatrième République, naissance, vie et mort, 1946-1958. La France, en 1944, est un pays traumatisé par la guerre, dont les structures sont encore assez archaïques, notamment dans les campagnes où vit encore un peu moins de la moitié de la population. Le gouvernement provisoire de la République française, dirigé par le général de Gaulle, affirme son autorité sur un pays progressivement libéré du joug nazi. Le GPRF regroupe l'ensemble des mouvements issus de la résistance et des partis et personnalités politiques non collaborationnistes. S'y trouvent donc gaullistes, communistes, socialistes, radicaux ou démocrates chrétiens. La politique engagée alors est fortement inspirée par le programme du Conseil national de la résistance. Les réformes engagées créent des comités d'entreprise, un système de sécurité sociale, mais également des nationalisations dans les secteurs essentiels de la banque, de l'énergie ou encore de l'aéronautique. Certaines nationalisations sont punitives à l'encontre d'industriels collaborationnistes comme Louis Renault. La reconstruction engagée se fait alors par le biais du commissariat au plan, dirigé par Jean Monnet, et d'un ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Des désaccords éclatent au sein du gouvernement provisoire de la République française et conduisent certaines personnalités à le quitter. Ainsi, Pierre Mendès France, tenant de la rigueur budgétaire qu'il juge nécessaire pour juguler l'inflation, démissionne en 1945. En janvier 1946, le général de Gaulle, tenant d'un exécutif fort, démissionne pour marquer son désaccord sur les institutions nécessaires à la République à venir. La création de cette nouvelle République se fait donc difficilement après 3 référendums et est adoptée fin 1946. Le régime choisi alors est de nature parlementaire. La quatrième République naissante est dominée par 3 tendances politiques, les communistes, les socialistes et les chrétiens démocrates du MRP. Le socialiste Vincent Auriol est le premier président de cette République, il entre en fonction en 1947. La reconstruction, la guerre froide et la décolonisation constituent 3 défis immédiats pour la République. La prolongation du rationnement et la montée de l'inflation conduisent à des mouvements sociaux importants. Les grèves chez Renault en 1947 ou dans les mines en 1948 ont été particulièrement dures. Mais l'aide américaine à travers le plan Marshall et la participation aux négociations du GATT en 1947 contribuent à l'ouverture d'une période de croissance économique importante. En désaccord avec les orientations gouvernementales, les ministres communistes démissionnent au printemps 1947. Le Parti communiste sort ainsi du jeu gouvernemental tout en étant le premier parti en nombre de voix. Il suit alors les orientations de Moscou en dénonçant le plan Marshall et le colonialisme. La période de guerre a renforcé les aspirations indépendantistes au sein de l'empire colonial. Les réponses de la métropole oscillent entre des avancées législatives telles que l'abandon de l'indigénat ou du travail forcé en 1946 et la répression violente. Ainsi, les manifestations de Sétif, Guelma et Tirata le 8 mai 1945 avaient été réprimées dans le sang, tout comme l'insurrection à Madagascar. En 1946, la France envoie un corps expéditionnaire en Indochine pour lutter contre les indépendantistes, notamment le Viet Minh communiste dirigé alors par Ho Chi Minh et soutenu par l'URSS, puis après 1949 par la Chine communiste. La question coloniale est un boulet pour la République. Vaincue à Dien Bien Phu en mai 1954, la France, nouvellement dirigée par Pierre Mendès France, négocie l'indépendance et signe les accords de Genève. Réputé probe et intelligent, Pierre Mendès France tisse un lien fort avec les Français en s'adressant directement à eux et en assumant des mesures impopulaires. Toutefois, l'échec de la CED à la fin de l'été 1954 lui fait perdre l'appui du MRP. La construction européenne a été un enjeu important de l'après-guerre. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, avait appelé à la création d'un marché commun du charbon et de l'acier avec la RFA. Cela avait donné naissance à la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952 à la suite de la signature du traité de Paris en 1951. 6 pays s'étaient alors accordés sur la mise en place d'un marché commun du charbon et de l'acier. Cette idée fut reprise et élargie à toute l'économie à la suite de la signature du traité de Rome en 1957. La construction européenne n'était pas la seule réussite de la quatrième République. La politique de reconstruction
avait permis le retour d'une forte croissance économique dès le début des années 50. La société connaît alors d'importantes mutations qui, cumulées avec le baby-boom et le développement économique, ont conduit l'économiste Jean Fourastier à qualifier la période de 30 glorieuses. À partir de 1950, une véritable société de consommation se développe en France comme dans l'ensemble du monde occidental. Les ménages s'équipent de plus en plus en automobile. La 2 chevaux de Citroën et la 4 chevaux de Renault connaissent alors un succès commercial remarquable. La télévision entre progressivement dans des foyers, avides de suivre des événements comme le sacre d'Élisabeth II en 1953. L'équipement en matériel électroménager décolle également. Les réfrigérateurs, comme les machines à laver, connaissent un certain succès. Cependant, tout le monde ne profite pas également de l'expansion. Il faut encore 53 heures de travail au SMIC pour acheter le robot ménager Charlotte de Moulinex en 1961. À l'aube des années 60, 10% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, bien que la France connaisse alors une situation de quasi plein emploi. Dans ce domaine aussi, les mutations sont profondes. L'agriculture se modernise, le nombre d'emplois et d'exploitations agricoles diminue fortement. L'industrie, quant à elle, se diversifie et sollicite une main-d'œuvre croissante, notamment issue de l'immigration. Enfin, le secteur tertiaire se développe et se caractérise par son fort taux de féminisation. Le baby-boom et l'immigration de masse accroissent le besoin de logements urbains. De grands ensembles inspirés par le modèle de la cité radieuse construite par l'architecte Le Corbusier à Marseille entre 1945 et 1952 voient le jour dans les métropoles françaises et plus particulièrement autour de Paris. La période des 30 Glorieuses est aussi marquée par la faible attention portée aux questions environnementales et par des écarts sociaux qui ne se résorbent que trop peu. Par ailleurs, la 4ème République souffre de l'instabilité gouvernementale. 22 gouvernements se succèdent en 12 ans. Cela s'explique pour partie par le fort renouvellement du personnel politique après-guerre qui se montre peu discipliné lors des votes partisans. Surtout, ce qui fut alors appelé les événements d'Algérie précipite la République dans une crise in fine mortelle. La guerre d'indépendance algérienne éclate le 1er novembre 1954 avec une série de 30 attentats en différents points du territoire algérien. Revendiqués par le Front de Libération Nationale, ces attentats font 9 morts. François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, lance alors une opération de maintien de l'ordre en affirmant que l'Algérie c'est la France pour rassurer le quasi-million d'Européens vivant sur le sol algérien. La pression exercée par ces derniers dans une guerre dont on ne veut pas dire le nom mais qui pousse cependant les gouvernements à faire appel aux contingents et les événements contraires subis dans ce conflit aboutissent à la crise de mai 1958. Pierre Pfimlin, homme politique ouvert à des discussions avec le FLN, doit prendre la fonction de président du Conseil le 13 mai. Cela conduit à un coup de force à Alger, où les généraux Salan et Massu, poussés et soutenus par les partisans de l'Algérie française, mettent en place un comité de salut public tout en faisant acclamer le général de Gaulle. Ce dernier déclare, dans un discours le 19 mai, être disponible. Le 20 mai, des parachutistes venus d'Algérie débarquent en Corse. Le président de la République, René Coty, avec l'appui d'un certain nombre de parlementaires craignant un coup d'État, se résout à confier la présidence du Conseil au général de Gaulle début juin. Ce dernier, à peine nommé, se rend à Alger le 4 juin et affirme à la foule l'accueillant l'avoir comprise. Le général de Gaulle entend en premier lieu changer la République. Le 4 septembre, le projet de 5e République est présenté en grande pompe, place de la République à Paris. La victoire du oui au référendum sur cette constitution le 28 septembre achève le régime parlementaire de la 4e République. Née difficilement 12 ans plus tôt, la 4e République disparaît piteusement. Les succès de la France gaullienne des années 60 terniront pour un temps sa mémoire et son histoire.